Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. À la une, ce mercredi, les agriculteurs toujours en colère. Ils étaient 200 à bloquer l'accès à un centre commercial à Roques-sur-Garonne. Le point sur cette mobilisation dans un instant. Et puis, nous irons dans les Pyrénées où la neige est arrivée. Une bonne nouvelle, vous le verrez, pour les stations et les skieurs. En fin de journal, vous découvrirez un nouveau lieu à Toulouse dédié à la science et au patrimoine. Le Quai des Savoirs vient d'ouvrir ses portes pour 6 mois. Mais tout d'abord, comme je vous le disais en titre, une nouvelle démonstration de force des agriculteurs ce matin. Ils étaient plusieurs centaines à Roques-sur-Garonne à bloquer l'accès au centre commercial. La raison, ils protestent contre la baisse des prix d'achat des grandes surfaces. Antoine Miaille, Victor Miget. Il est 8 h et ils sont déjà une centaine d'agriculteurs à débarquer sur la rocade pour bloquer l'accès au Leclerc de Roques-sur-Garonne. Leur objectif, mettre la pression sur le gouvernement pour faire grimper le prix des céréales, du lait ou de la viande. Certains exploitants se plaignent de ne plus pouvoir vivre de leur activité. Nos revenus ont baissé d'un tiers et sur certaines cultures on n'a même plus de prix, il n'y a même plus d'achat. On se retrouve avec des stocks dans les fermes énormes, avec des prix qui ne couvrent même pas les charges. On a des exploitations qui sont pour la plupart dans le rouge et qui n'arrivent plus à dégager de bénéfices. On fait 90 heures par semaine, on travaille 90 heures, tout ça pour même pas toucher un salaire. Barricades, circulation fortement ralentie, c'est toute une filière qui exprime sa colère. D'autres secteurs ressentent les effets de cette crise. Robert, vendeur de matériel agricole, se sent lui aussi concerné. On est touché aussi parce que les agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur travail, donc ils achètent moins de matériel, donc nous on n'arrive plus à faire le chiffre qui nous était imparti. En juillet dernier, le ministère de l'Agriculture a présenté un plan de sauvetage de 600 millions d'euros, un plan insuffisant pour les agriculteurs et les éleveurs. Il dénonce des normes et des charges qu'il juge trop importantes. Les éleveurs qui étaient en situation de difficulté ont touché 1 500 euros, quand certains en perdent entre 30 et 40 000 euros. On a des normes aujourd'hui, notamment environnementales, qui sont complètement aberrantes. Voilà. Et ça a créé des charges supplémentaires auprès des agriculteurs, parce que la France a fait de la surconsommation, si vous voulez, de réglementation européenne. Même si un nouveau plan d'aide est attendu dans les prochaines heures, le bâton entre le gouvernement et le monde agricole n'a pas fini de brûler. Et j'ajoute que Manuel Valls a annoncé cet après-midi une baisse immédiate de 7 points des cotisations sociales pour les agriculteurs. Dans un climat toujours tendu, on l'a appris ce matin, une salariée de la Chambre d'agriculture de Rodez, âgée de 27 ans, est décédée suite à une altercation avec un employé d'une exploitation agricole. C'était à Méran, dans l'Aveyron. Elle est tombée dans une mare glacée après avoir été poussée. L'auteur présumé est actuellement en garde à vue. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a réagi suite à ce drame. Il a précisé que la salariée n'était pas là pour faire un contrôle, mais pour une simple visite de conseil. Prenons à présent la direction des Pyrénées. Si certaines stations ont réussi à tirer leur épingle du jeu, pour d'autres, la situation est plus compliquée. Le manque de neige et la douceur expliquent cette saison compliquée. Reportage dans l'une d'entre elles avec François Rieu. Motrice TSD6, vous recevez Patrice, motrice TSD6? Oui, je reçois. Patrice Gau, le directeur de la station, n'arrête pas depuis ce matin. La neige est arrivée avec 25 cm tombés dans la nuit de lundi à mardi. Cette fois-ci, à Luchon, la saison est lancée. Ça commence, tout à fait. Alors, ça commence, bon. On a commencé quand même un peu avant, mais disons que c'est vrai qu'aujourd'hui on est rassurés. Ceux qui ont un lien direct avec le ski ont souffert. Je crois qu'on va essayer de limiter la casse surtout. Ça ne sera pas une saison qui sera une saison référente pour nous, mais c'est comme ça, il y en a. Le domaine continue à ouvrir, est pratiquement tout ouvert et on sera pratiquement sur du 100% d'ici 2 jours. Même si le soleil est de retour, les commerçants accusent le coup. Ils sont les premières victimes de cette météo capricieuse. Luchon a accueilli 50 000 skieurs contre 120 000 l'année dernière au même moment. C'est une saison qui est négative, on le sait, on ne récupérera jamais ce que nous avons perdu. Il ne nous reste plus qu'à continuer, à espérer qu'on puisse finir les 15 jours de vacances qui nous restent correctement. Si on parle de décembre et janvier, je suis à 95% de perte, c'est fini. Là, il n'y a plus rien qui se récupère. Eux gardent le sourire, les conditions sont idéales cette semaine. On est content, il va faire soleil, on est ultra chanceux. On chausse les skis et puis on glisse comme ça, on s'amuse, on roule dans la neige et puis on s'amuse comme ça. Les vacances, des vraies vacances, ouais. Son deuxième cours de ski et puis après on va le laisser à sa grand-mère et on va aller se promener, skier sur les montagnes.
Luchon se prépare ce week-end à accueillir les skieurs de Toulouse et de Paris. La station, pour l'heure, affiche complet. Et pour ceux qui ne pourront pas partir à la neige, la place du Capitole accueille vendredi sa patinoire. Les Toulousains pourront pendant 2 semaines chausser les patins et s'amuser sur une surface de 450 mètres carrés. Après la fin des soldes, cette animation arrive à point nommé pour booster le centre-ville. Des images signées Clarisse Watoué et Elsa Tabellion. Une belle initiative à présent avec le collectif Handifac qui organise à l'université Jean Jaurès au Dumirail une semaine dédiée à l'handicap. Agathe Landé et Jonathan Solier se sont rendus sur place. Ces danseurs font partie de la troupe des Trobajoy. Ils sont accompagnés de musiciens, de jongleurs, de cracheurs de feu. Mais cette troupe médiévale a une particularité. Elle est composée de personnes en situation de handicap. Pour le collectif Les Robins des Facs, organisateur de l'événement, le handicap ne doit pas être vu uniquement comme une situation tragique. On les retrouve là pour nous dire mais qui est en situation de handicap, qui ne l'est pas. Je vous mets au défi d'arriver à deviner qui l'est parmi les gens de la troupe ou qui ne l'est pas. L'idée c'est que quand on est en situation de handicap, parfois ça ne se voit pas et c'est pas pour autant que la situation n'est pas compliquée à vivre, difficile. Pour Lali Second, handicapée moteur, beaucoup reste encore à faire pour faire connaître leur situation. Plus on ira vers les gens, notamment une population d'étudiants par exemple, et plus ce regard-là sera inclusif. C'est-à-dire qu'un jour, quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire à se fondre dans la masse, à dire on ne sait plus qui est handicapé de qui ne l'est pas, c'est qu'on a réussi notre mission. Parler du handicap aux jeunes et les sensibiliser à cette cause, c'est le but visé par le collectif Handifac à l'occasion de la semaine du handicap à la fac du Mirail. Mais les étudiants ne sont pas forcément au courant. Non, je ne savais pas que c'était la semaine du handicap et je pense que ça doit être une semaine pour informer un peu les gens et tout, non, sur le thème de l'handicap. Et je trouve ça bien. Les étudiants actuels, ils sont aussi vachement sensibilisés par ce qui se passe autour de nous, notamment à la fac du Mirail. Et du coup, c'est le moment où on peut intercepter plus les gens pour leur expliquer. La semaine Handifac se termine vendredi à l'université Jean Jaurès. Et à présent, je vous propose une visite du Quai des Savoirs, une autre façon de découvrir la science. Le lieu vient d'ouvrir ses portes près du Jardin des Plantes. Rémi Rivière, Lucie Landré et Elsa Tabellion ont assisté à son ouverture. L'eau va s'écouler, va arriver sur des affluents par exemple. Un tas de sable qui devient une mine d'or pour étudier la géologie. Ici, au Quai des Savoirs, les visiteurs découvrent un véritable laboratoire scientifique, au programme des ateliers pour enfants, des expériences insolites et même la fabrication d'objets 3D. Il faut qu'on puisse répondre aux interrogations des citoyens sur toutes les questions qui se posent dans la vie quotidienne. Comment on va faire quand il n'y aura plus de pétrole? Est-ce que le niveau des mers va vraiment monter d'1 mètre, etc. Et également, le partage, ça veut dire que tout est interactif, on manipule, on explore la démarche scientifique de l'intérieur. Mais les scientifiques ne sont pas toujours ce que l'on croit. 6 enfants en classe de CM2 sont partis au Groenland et aux Maldives grâce à un partenariat entre TF1 et la mairie de Tournefeuille. Pour ces jeunes citoyens, c'est le réchauffement climatique qui sera le principal enjeu de la science de demain. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est vraiment des paysages magnifiques et qu'ils ont des cultures, énormément de cultures, et que c'est à cause de nous qui ne pourraient pas le garder, et ça je trouve dommage. 47 ans de conquête spatiale. La Cité de l'Espace propose pendant 6 mois une rétrospective sur les grandes dates qui ont marqué l'histoire. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Un reportage signé Albert Marie et Sébastien Lorquin. Ok, 3-4 bons. Le vrai, on a fait 15. Mathilde reproduit l'atterrissage de la sonde Curiosity sur Mars avec un œuf et du carton. Guidée par un animateur, elle participe à l'une des expériences mises en place par la Cité de l'Espace pour mettre la conquête spatiale à la portée de tous. C'est plutôt bien d'apprendre sur l'espace parce qu'après ça peut servir. Moi j'ai trouvé que c'était marrant le petit robot, je trouvais que c'était mignon. Le parcours de l'exposition est organisé en 4 moments clés de l'épopée spatiale. 1961, le premier vol dans l'espace. 1969, un pied sur la Lune. 1997, le premier robot sur Mars. Et 2009, le début de la présence humaine permanente dans l'espace. Pour chacune des dates, des manipulations permettent de revivre ces 4 rêves emblématiques. Il y a de la surprise, plus ou moins selon les dates, ce sont eux qui manipulent. 97, ils vont rejouer à la main ce qui s'est fait de manière automatique sur Mars. 69,
c'est pas moi qui vais dérouler le drapeau, ce sont les visiteurs. Donc voilà, il faut bien sûr qu'il y ait l'interactivité au maximum, c'est ce qu'on a cherché. Outre les différentes étapes de la conquête spatiale, l'exposition revient aussi sur la façon dont la société les a vécues et a évolué avec. Un véritable voyage dans le temps, des années 60 jusqu'au début du 21e siècle, à vivre en famille. Je pense que cette exposition, elle est le reflet d'une période extraordinaire où les mythes, où les rêves de l'humanité se sont révélés réalisables en l'espace de maintenant un peu moins de 60 ans. C'est plutôt intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on va partager entre grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. Donc c'est plutôt familial. Ouverte au public depuis le 4 février, l'exposition est à visiter jusqu'au 6 août prochain. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h demain. Bonne soirée à tous sur JT News.